Après l'annonce des mesures prises à son encontre par l'administration Trump, la rapporteure spéciale des Nations Unies pour la Cisjordanie et Gaza estime que les sanctions américaines contre elle sont un signe de culpabilité. Mercredi, le département d'État a sanctionné Francesca Albanese, experte indépendante chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. Cette décision américaine fait suite à une campagne de pression visant à forcer le Conseil des droits de l'homme, organe suprême des Nations Unies, à démettre la rapporteuse de ses fonctions, une campagne qui s'est soldée par un échec. Le chef des droits de l'homme de l'ONU a demandé jeudi aux États-Unis de lever rapidement les sanctions contre la rapporteuse. Il a également demandé à ce que les attaques et les menaces contre les membres de l'ONU et de la Cour internationale de justice cessent. De son côté, l'avocate spécialisée dans les droits de l'homme a appelé avec force à la fin de ce qu'elle qualifie de génocide perpétré par le gouvernement israélien contre les Palestiniens de Gaza. Au moins 66 Palestiniens, dont 10 enfants, ont été tués jeudi par des frappes israéliennes à Gaza, selon les autorités sanitaires du territoire. Parmi eux, au moins 15 personnes qui faisaient la queue pour obtenir des compléments alimentaires devant une clinique du centre de Gaza, d'après l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa. L'ONG américaine Project Hope, qui gère la clinique, a qualifié l'attaque de violation du droit international. Au moins 10 enfants et 2 femmes ont été tués. L'armée israélienne affirme que la frappe visait un membre du Hamas et dit regretter que des civils aient été blessés. Cette nouvelle attaque intervient alors que les diplomates israéliens poursuivent les négociations avec le Hamas à Doha, au Qatar. Ces pourparlers achoppent toujours sur la libération des otages et sur l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien. La visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington n'a pas non plus donné lieu à une avancée majeure dans les efforts de paix à Gaza. Le Canada n'a pas échappé à la nouvelle volée de droits de douane de Donald Trump, qui annonce une taxe de 35% sur les exportations canadiennes vers les États-Unis à partir du 1er août. Comme une vingtaine d'autres dirigeants internationaux cette semaine, le Premier ministre canadien Mark Carney a reçu une lettre du président américain lui annonçant cette nouvelle augmentation tarifaire. Celle-ci viendra s'ajouter aux taxes déjà appliquées à des secteurs spécifiques tels que l'acier, le fer et les automobiles. Si la guerre tarifaire engagée par Donald Trump est mondiale, les tractations avec Ottawa ont un caractère éminemment politique face à l'insistance du président américain pour que le Canada rejoigne les États-Unis. À plusieurs reprises déjà, Donald Trump a essayé d'utiliser ses droits de douane comme une incitation, en déclarant publiquement que le Canada n'aurait plus à les subir s'il devenait le 51e État américain. Face à la posture agressive de Washington, Ottawa cherche depuis plusieurs mois à développer des partenariats avec d'autres puissances mondiales. Nouveaux affrontements en marge des opérations de contrôle de l'immigration aux États-Unis. Des manifestants se sont heurtés à des agents fédéraux de l'agence ICE qui effectuaient une descente dans une plantation légale de cannabis dans le sud de la Californie. Les militants se sont rendus en nombre dans la région après avoir entendu parler des raids sur les réseaux sociaux. Des images montrent les autorités lançant des grenades fumigènes pour disperser la foule. D'autres vidéos montrent des agents de l'ICE se rendant dans des stations de lavage de voitures, des fermes et des parkings pour placer des personnes en garde à vue. Dans le cadre du durcissement de la politique migratoire voulue par Donald Trump, les arrestations se multiplient partout aux États-Unis et ont donné lieu à d'importantes émeutes en Californie. De nombreux maires démocrates ont refusé de coopérer avec l'agence de l'immigration, qui est accusée d'outrepasser ses prérogatives en agissant parfois sans mandat d'arrêt et en multipliant les opérations de surveillance. This year marks the 30th anniversary of Srebrenica genocide and the first commemoration since the United Nations General Assembly declared an International Day of Remembrance. The resolutions condemns genocide denial and the glorification of war criminals. Today, a solemn ceremony was held at Srebrenica Potočari Memorial Center for 7 victims whose incomplete remains will be finally buried here. The youngest victims were just 19 years old. With them, the total number led to the rest has reached 6,751. Around 8,000 people joined the peace march, retracing the route thousands took in July 95, by thousands trying to reach safety in Tuzla or Kladen. Ultramarathon runners, cyclists and motorcade riders also arrived here, carrying the same message, peace
and the promise that Srebrenica must never happen again. About 1,000 people are still missing. Elmina Čorbić, Euronews, Srebrenica. This year marks the 30th anniversary of Srebrenica genocide and the first commemoration since the United Nations General Assembly declared an International Day of Remembrance. The resolutions condemns genocide denial and the glorification of war criminals. Today, solemn ceremony was held at Srebrenica Potočari Memorial Center for 7 victims whose incomplete remains will be finally buried here. The youngest victims were just 19 years old. With them, the total number led to the rest has reached 6,751. Around 8,000 people joined the peace march, retracing the route 1,000 took in July 95, by 1,000 trying to reach safety in Tuzla or Kladanj. Ultramarathon runners, cyclists and motorcade riders also arrived here, carrying the same message, peace, and the promise that Srebrenica must never happen again. About 1,000 people are still missing. Elmina Čorbić, Euronews, Srebrenica. La Pologne rend hommage aux victimes du massacre de Wolynie. Après un vote de la Chambre basse du Parlement polonais, la journée du 11 juillet est désormais consacrée à la commémoration de ces Polonais tués entre 1943 et 1944 par des nationalistes ukrainiens. La Pologne évoque un génocide, une classification que l'Ukraine réfute. Malgré ce désaccord, la partie ukrainienne a autorisé cette année des exhumations dans certaines zones. Miejsc, które wskazujemy w tych 26 wnioskach, jest ponad 80 i z całą pewnością oczekujemy od strony ukraińskiej zgód po prostu na to, aby Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z agendami państwa polskiego mógł podjąć poszukiwania, a potem ekshumację szczątków naszych rodaków spoczywających w dołach śmierci. Pour certains Polonais, le massacre de Wolynie est considéré comme un nettoyage ethnique. Il aurait fait entre 100 000 et 134 000 morts, mais à ce jour, seulement 60 000 victimes ont été recensées. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do rodzin krewnych, aby zgłaszali się i ten materiał genetyczny oddawali. Jest bardzo duże zainteresowanie. Widać, że ten temat w dalszym ciągu jest żywo interesujący dla Polaków. Cependant, toutes les familles ne sont pas en accord avec l'idée d'une exhumation. Certaines s'y opposent même. Ja się zdecydowanie nie identyfikuję z tą grupą, która się domaga ekshumacji. Uważam, że wyruszanie tam z ekipą, która rozpruwa tę ziemię po to, żeby szukać kości ludzi zmarłych 80 lat temu, to jest zdecydowanie nie w porządku. 26 demandes soumises par l'Institut de mémoire nationale et 3 demandes de l'Ukraine restent en attente d'autorisation afin de lancer les travaux de recherche ou d'exhumation. Face à la hausse du nombre de traversées illégales de la Méditerranée depuis la Libye, la Grèce prend des mesures d'urgence. Ce jeudi, plus de 500 migrants ont été transférés au port de Lavrio après avoir été interceptés au sud de l'île de Crète. Le groupe, principalement composé de jeunes hommes, a été transféré pendant la nuit à bord d'un vrac-rié. En parallèle, une autre opération menée par les autorités de Crète a conduit au transfert d'un groupe de 200 personnes vers le port du Pirée. Ces derniers seront par la suite envoyés dans des centres de détention en Grèce continentale, faute de places libres dans les centres d'accueil en Crète. Une situation qui intervient alors que le gouvernement grec souhaite mettre en œuvre des mesures d'urgence face à la hausse d'arrivée de migrants en provenance de Libye. Le Premier ministre a annoncé cette semaine la suspension pendant 3 mois du traitement des demandes d'asile pour les migrants arrivant d'Afrique du Nord par la mer. Piège ou erreur stratégique, pourquoi l'UE a-t-elle voulu rencontrer le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen ? Le commissaire chargé des migrations et 3 ministres européens ont été expulsés mardi de Libye à cause d'un problème protocolaire selon Bruxelles. Après une rencontre avec le gouvernement libyen à Tripoli, la délégation européenne était censée rencontrer le maréchal Haftar à Benghazi. Mais celui-ci aurait tenté de forcer la main à l'UE en imposant la présence de ses ministres. It was simply a ruse by Haftar to try to legitimize his government in the civilian face of his military dictatorship.
And so when the ruse didn't work, and when the EU ambassador and other diplomats said that they are unable to meet with the government, well, Haftar, as the English say, he threw his toys out of the pram. He PNG'd the European diplomats and essentially sent them back to Europe because he was not able to use them for this political charade that he was trying to pull off. La Libye est divisée en deux. Dans l'ouest du pays, le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, est dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Beba. L'Est est contrôlé par son rival, le maréchal Khalifa Haftar, à la tête de l'autoproclamée armée nationale libyenne. L'Union européenne coopère avec la Libye afin de lutter contre l'immigration illégale et les filières de passeurs. Ces dernières années, les traversées pour l'Europe depuis l'Est libyen sont en hausse. The EU has been collaborating both from the EU and from the member states, especially from Italy, with the Libyan Coast Guard in the west to try to somehow cut down the flows of migration. And the EU has also been supporting the efforts of the Libyans to take back the migrants once they're back on Libyan soil. That, of course, has been controversial because there's been a lot of questions about their human rights, about the treatment that they receive when they're in Libya. Toutefois, des questions se posent sur le besoin de l'UE de rencontrer le maréchal Haftar. We are empowering a Russian proxy who is antagonistic to European interests. And so, you know, once we clear away all of the mess of the current crisis, it becomes quite clear that what Europe really needs in Libya is a stable government and a sovereign government. Il accuse notamment la famille Haftar d'instrumentaliser les migrations pour tenter d'obtenir des concessions de l'UE. Ces derniers jours, des îles grecques ont connu un fort afflux de migrants en provenance de Libye.